Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses un dimanche matin pour entendre parler de sujets peu réjouissants, mais en même temps, vu le thème des rencontres de Blois cette année, bon, j'ai moins de scrupules. Donc, je suis Marjolaine Boutet, je suis professeure en civilisation états-unienne à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et cette table ronde est organisée par les presses universitaires du Septentrion qui m'ont permis de publier ma monographie d'HDR, donc qui s'intitule Faire écran, les réécritures de la Seconde Guerre mondiale dans les séries télévisées au temps de la guerre froide, et dont le but est évidemment d'apporter une pierre à l'étude de la mémoire de la guerre froide, de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans l'espace occidental, États-Unis, Royaume-Uni, France, RFA, à partir d'un objet relativement neuf dans les études historiques que sont les séries télévisées, et l'introduction vise aussi à donner des clés épistémologiques et théoriques sur cette étude. Je suis accompagnée dans cette présentation par deux collègues et amis qui ont accompagné ma réflexion, parce que un travail d'HDR, c'est long, c'est difficile, et heureusement qu'il y a des gens brillants et sympathiques pour nous aider. Donc à ma droite, Guillaume Pollack, qui est à terre à l'université de Paris-Est-Créteil, agrégé docteur en histoire, et l'auteur notamment de l'ouvrage L'Armée du silence, paru aux éditions Talendier, et spécialiste donc des représentations de la résistance, enfin spécialiste de la résistance, et je l'emmène progressivement vers l'étude des représentations. Et à ma gauche, Ophir Lévy, qui est maître de conférences en études cinématographiques à Paris 8, spécialiste des représentations de la Shoah notamment, également qui a un double cursus, donc cinéma et philosophie, voilà, et dont les travaux aussi ont beaucoup nourri ce travail. Voilà, et donc on va animer la discussion. D'abord, une présentation générale de l'ouvrage et de ses partis pris, puis une première discussion autour des représentations de la résistance et de l'ennemi allemand. Et puis, on terminera par le gros morceau, qui est la question des représentations de la Shoah dans ces séries américaines. On va se concentrer ici sur les séries françaises et états-uniennes du corpus. Dans cet ouvrage, j'ai analysé 13 séries télévisées, 5 états-uniennes, 5 britanniques, 2 françaises et 1 allemande, ce qui correspond aussi à l'état de la production audiovisuelle des années 60 aux années 80 dans l'espace occidental. Des séries de tout genre, il y a des feuilletons, il y a des séries dramatiques, des séries dites d'action et des comédies. Et donc ça correspond à un corpus d'environ 450 heures, desquelles j'ai analysé en détail environ 300. Voilà. Donc ça prend du temps. Plus évidemment les remises dans le contexte, parce que quand on fait de l'histoire transnationale, 4 pays, c'est aussi 4 évolutions de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est 4 histoires de la télévision, c'est 4 histoires politiques au temps de la guerre froide, et puis c'est aussi l'étude des circulations de ces séries télévisées, et notamment des séries américaines, de la façon dont elles ont été reçues en France, au Royaume-Uni et en RFA, avec comme partie centrale de l'ouvrage la question de la réception d'Holocauste, donc série qui a été diffusée entre le printemps 1978 et le printemps 1979, qui a été vue par 500 millions de personnes dans le monde, à une époque où il n'y a pas de magnétoscope dans les foyers, donc c'est forcément de l'expérience en direct et en simultané.
Et ça a été vu par la moitié de la population états-unienne, la moitié de la population française, la moitié de la population de RFA et 40% au Royaume-Uni. Et donc, un des grands moments de l'ouvrage et de mon travail a été de retrouver les traces de ces réceptions dans ces 4 pays, donc à travers notamment l'étude de la presse, bien sûr, mais aussi d'archives télévisées, dans le cas de la France, avec un débat dans le cadre des dossiers de l'écran, où il y a Simone Veil qui intervient notamment. Et puis des études aussi, parce que comme c'est évidemment un sujet sensible, les chaînes de télévision ont fait des études de réception. Donc j'ai aussi des sondages et donc des études qui permettent de sortir de la représentation, la réception, pardon, des journalistes et des intellectuels, mais qui est évidemment très importante aussi dans le cas d'une série comme Holocauste, mais on y reviendra. Je vais m'arrêter, laisser la parole à Guillaume puis à Ophir. Bonjour à tous et félicitations de vous être levés un dimanche matin pour venir nous écouter, ça fait plaisir. Donc merci Marjolaine pour cette introduction. Donc effectivement, je vais être tout à fait très honnête, c'est que à la base, mes travaux ne me conduisaient pas à travailler sur les représentations visuelles, puisque j'ai travaillé en fait sur les agents secrets en France occupée dans les réseaux de résistance, et donc qui dit agent secret dit que par principe, normalement, on ne les voit pas. Donc, du moins, c'est la théorie, puisque en France occupée, être agent secret est un métier à risque qui est marqué par un très fort taux de létalité. Donc, une fois dit ça, l'essentiel, je n'ai pas commencé, Marjolaine le sait, je n'ai pas commencé par les représentations visuelles, puisqu'effectivement, à partir de ce moment-là, l'essentiel de mes documents, c'était des documents papier, donc que ce soit à Londres, en Belgique, en France, chez l'habitant, un peu partout, mais essentiellement du papier, puisque effectivement, dossier d'opération spéciale, dossier individuel d'agent secret, tout juste ouvert quand je posais ma thèse, donc j'étais chanceux. Mais la question des représentations visuelles n'était pas évidente, dès lors que l'on parle évidemment d'agents secrets, puisque l'agent secret dans l'imaginaire, c'est James Bond. Sauf que mes agents secrets en France occupée, ce n'est pas James Bond, et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, ce qui a fait évoluer en fait le questionnement et ce qui m'a fait vraiment prendre conscience de l'intérêt des représentations visuelles, cinématographiques et séries télévisées par l'intermédiaire donc de Marjolaine, c'est en fait un questionnement qui est évolutif, puisque quand on fait l'histoire de la guerre et l'histoire de la guerre clandestine, à un moment donné, on s'intéresse à l'économie de la reconnaissance, c'est-à-dire les médailles. Et bon, autrement dit, les agents secrets, ils n'en ont pas eu beaucoup, on peut le dire assez clairement. Des médailles, des cartes de volontaires de la résistance, essentiellement des choses faites après la guerre. Et à un moment donné est venu le questionnement, suite d'une rencontre, est venu un questionnement, mais au fait, mes agents secrets, ils ont peut-être fait l'objet de représentations visuelles et télévisuelles, et si oui, lesquelles ? Et donc, ce qui m'a en fait amené à travailler là-dessus, c'est bon, il y avait les travaux de Marjolaine, le travail de Alain Deverp, l'anthropologie historique du secret d'État et espion, qui était paru au milieu des années 94, mais c'est surtout la question de comment dans des sociétés, alors en plus des sociétés états-uniennes, belges, etc., parce que tous les pays sont en France occupée, dès que vous êtes occupé, vous avez des agents secrets en territoire occupé, donc en fait ça couvrait à peu près les mêmes terrains, comment les sociétés en sortie de guerre se représentaient ce concept de guerre clandestine, au-delà de l'élévation de ces grandes figures que sont le colonel Rémy, Marie-Madeleine Fourcade, ces cathédrales mémorielles, et donc de travailler finalement sur la manière dont se focalise le souvenir, se focalise les représentations, l'imaginaire, et quelque chose vers lequel j'évolue de plus en plus, c'est-à-dire l'histoire des sensibilités, au niveau donc de l'engagement clandestin, comment en fait ces séries télévisées pouvaient m'aider à comprendre la manière dont les sociétés se représentaient après la guerre, alors que le taux de létalité, comme je vous l'ai dit, avait été très fort, que l'expérience de l'occupation est une expérience paroxysmique. Comment finalement cette série télévisée participait à la construction d'un souvenir, la construction d'une mémoire de cet engagement clandestin, à côté duquel cette reconnaissance, l'État et les autorités publiques étaient complètement passés à côté. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené en fait à travailler sur ces sources, notamment donc sur ces sources télévisuelles, et donc un travail qui continue. Merci. Alors,
Déjà, bonjour à toutes et à tous. Il faut essayer de se représenter quand même ce que signifie un tel travail. Je ne sais pas si vous m'entendez suffisamment. Par exemple, lorsqu'on est dans un jury de thèse, on va évaluer le travail, donc dans mon domaine qui est celui des études cinématographiques, le travail d'une personne qui va s'intéresser peut-être à 2 ou 3 films qui durent chacun 1h30, 2 heures. Là, on a affaire à un travail, comme l'a dit Marjolaine, mais il faut quand même se le représenter, qui porte sur des séries dont les épisodes durent entre 25 40 minutes, parfois 1 heure, avec peut-être 10 épisodes par saison et avec parfois 5, 8, 10 saisons. Donc c'est gigantesque. Et évidemment, il faut aussi travailler sur tout ce qui relève de la réception, comme tu l'as dit. Et donc il y a un énorme champ documentaire, un énorme champ d'investigation qui a été labouré par Marjolaine et qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus fine de ce qu'ont été ces séries et de la manière dont elles ont elles-mêmes forgé quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, alors à la fois de la résistance, du génocide des Juifs, là où précisément ces séries sont regardées de haut, méprisées, ou tout simplement ignorées au sens où ça ne vient même pas à l'esprit de ceux qui s'interrogent sur l'histoire des représentations d'aller voir du côté de la télévision. Quand on vous parle des représentations de la Shoah, on en parlera tout à l'heure, on va penser à un certain nombre de grands films qui sont comme de grandes balises de l'histoire de la formation d'un imaginaire. Mais on va très rarement, hormis Holocauste, parce que ça a été un tel succès que c'est absolument incontournable, mais on va très rarement s'intéresser à la manière dont la télévision, elle aussi, et peut-être bien plus, a produit du savoir, des représentations, et aussi évidemment des confusions, des distorsions de représentation dans le grand public. Et on ne se rend pas compte qu'en réalité, il y avait beaucoup plus de gens qui regardaient la télévision que de gens qui allaient au cinéma. On parlera tout à l'heure de l'Holocauste, c'est rien qu'aux États-Unis, autour de 120 millions de téléspectateurs. Mais en réalité, avant l'Holocauste, la télévision américaine avait déjà produit un certain nombre de films pour la télévision, d'unitaires. Et quand on regarde dans les archives les mesures des Nielsen Ratings, c'est-à-dire de l'Institut Nielsen qui mesure les audiences, la plupart des téléfilms, et là je vous parle de 53, 57, 59, qui sont diffusés à la télévision, arrivent en tête des audiences les soirs où ils sont projetés à la télévision américaine. Donc on a affaire à un imaginaire qui, de manière, on pourrait dire, peu visible depuis la France parce qu'on n'a pas accès à ces images, notre mémoire ne les a pas retenues, mais en réalité, aux États-Unis, elles ont été absolument fondatrices. Et donc l'intérêt aussi premier de cet ouvrage, c'est de redonner à cette production qui est si souvent méprisée la place réelle qu'elle a dans la formation d'une connaissance et d'un imaginaire de la déportation et du génocide. Merci beaucoup. Et je précise que c'est un travail comme un travail d'HDR qui se fait le soir, le week-end et les vacances. Voilà. À travers la crise Covid, etc. Donc, sans plus attendre, après cette introduction, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va vous montrer ce qu'on ne peut pas vous montrer dans l'ouvrage. Enfin, il y a des captures d'écran, mais ça ne remplace pas les images qui bougent. Donc, on va commencer sans plus attendre par un premier extrait d'une série française qui s'intitule La ligne de démarcation, qui est produite, écrite et présentée par le colonel Rémy, dont les mémoires ont déjà fait l'objet d'une adaptation cinématographique par Claude Chabrol en 1966, que vous connaissez peut-être davantage. Ici, donc, il s'agit d'une série de 13 épisodes qui raconte, de 50 minutes, qui raconte 13 histoires vraies de résistants. Voilà. Et parmi ces 13 histoires, il y en a 2 centrées sur des personnages féminins. Donc ça a été diffusé en 1973 sur la 3e chaîne de l'ORTF, qui n'avait qu'1 an d'existence à l'époque, mais qui avait la particularité de ne diffuser que des programmes en couleur. Et à l'époque, peu de Français avaient des télévisions couleur.
Donc c'est pour ça qu'il y a des couleurs ici. Et qui n'était accessible en 1973 qu'à 26% de la population française habitant le nord de la France et la région parisienne. Et puis c'est au cours des années 70 que progressivement, ce qui va devenir France 3 aura des antennes régionales dans le reste de la France. On est ici à la fin de l'épisode centré sur Mary Lindell. Mary Lindell, qui est une Américaine qui a épousé un aristocrate français, qui a beaucoup d'argent, qui visiblement s'ennuie. Et pour tromper son ennui, participe à un réseau d'évasion de pilotes britanniques, profitant de son bilinguisme. Et vous allez voir ici donc la fin de l'épisode où, grâce à ses charmes, Mary Lindell a réussi à convaincre un jeune officier allemand, de la conduire, ainsi qu'un pilote britannique déguisé en mécanicien, de lui faire passer la fameuse ligne de démarcation. Hein? Ce n'est pas la peine que j'aille plus loin. Si, je veux vous présenter à mon commandant et qu'il vous remercie lui aussi. Aufmachen! Pauvre Jimmy. Il ne comprenait rien de ce qui s'est passé. Je crois bien qu'il n'en menait pas large. Pourquoi partir si vite? Excusez-moi, commandant, mais je suis assez pressée. Ah, vous ne voulez pas manger avec nous? Ce serait avec plaisir, mais d'ailleurs, je ne suis pas seule. J'ai mon mécanicien avec moi. Eh bien, le mécanicien, il mangera avec les sergents. Avec les... Mais si, madame. Ah oui, ça c'est une trouvaille. Non. Je vous assure, ce n'est pas possible. Alors, vous ne refuserez pas de visiter mon camp? Mais Si, je veux vous montrer. Venez. Et nous voilà repartis. Les Canadiens étaient ici avant. Ils avaient tout très bien préparé. Maintenant, c'est nous qui sommes ici et c'est encore mieux. Autrefois, on nous a tout montré, les avions, les pistes, les hangars, les dépôts de munitions, les dépôts d'essence, avec toutes les explications. Jimmy ne comprenait toujours pas un mot, mais il photographiait dans sa tête. Ça aussi, c'est très intéressant, là. Je suis très fier de cela. Enfin, j'ai quand même fait ouf quand nous sommes revenus à la barrière. Bon voyage. Merci. Vous allez loin? Limoges. Limoges? C'est raison libre. Ce n'est pas possible. Oh, mais j'ai un Ausweis. Ah, même avec un Ausweis. Pourquoi? Il y a représailles. Il y a des sabotages. La démarcation est fermée. Oh. Depuis ce matin. Et quand va-t-on la rouvrir? Oh, quand les Français seront plus sages. Alors? On ne peut pas passer? On ne peut pas passer. Mais vous passerez. Je vais téléphoner. Deux heures plus tard, nous sommes arrivés à la ligne de démarcation. L'inspection de la voiture a duré une éternité. Et je tremblais pour que les commandants n'avaient pas oublié ce coup de téléphone. Lastzug Nummer 117 kommt am Bahnhof an. Die Zöllner sollen sich bereit machen zur Kontrolle. Madame Lindell? Oui. C'est correct. J'ai reçu permission pour vous. Merci. Hoffmann! Any evening, any day, you see them all doing the number 4.
Heul! Madame, intéressante. Avion, benzine. Il restait au capitaine James Windsor Lewis une longue route à faire qui, passant par l'Espagne et le Portugal, le conduirait en Angleterre d'où il repartirait se battre. Devenu général, il termina la guerre à Lubeck, mais cette fois, c'était lui l'occupant. Quant à Mary Lyndon, arrêtée quelques semaines plus tard, elle devait passer 9 mois en prison avant de reprendre le combat clandestin. Arrêtée de nouveau sur la ligne de débarcation, grièvement blessée au cours d'une tentative d'évasion, condamnée à mort, elle vit sa peine commuée. Voilà, et la voix que vous entendez à la fin, c'est celle du colonel Rémy qui raconte cette histoire. Je vais laisser le spécialiste nous dire ce qu'il en pense. Merci. Alors, un extrait très intéressant, mais dont on va évacuer tout de suite une question, puisque l'important dans l'analyse des représentations, c'est pas de distribuer les bons ou les mauvais points, c'est-à-dire, c'est pas la question que c'est exact historiquement ou que ce soit faux historiquement. La question, c'est de savoir comment se construit l'imaginaire autour de ce type de source. Alors, premièrement, un choix, la ligne de démarcation. La ligne de démarcation qui est cette coupure issue de la défaite de la France, de la France défaite. L'intérêt de la ligne de démarcation est assez intéressante puisqu'on a cette focalisation, cette idée d'une France simplement coupée en deux, zone nord, zone sud. Dans les faits, il y a 7 zones d'occupation, mais sur toutes les zones d'occupation, une ligne de démarcation a été identifiée assez rapidement pour la violence, évidemment, qu'elle imposait aux habitants, à la population, dans la restriction de déplacement, c'était la ligne de démarcation. Donc cette focalisation sur la ligne de démarcation, elle est révélatrice évidemment d'un souvenir, d'une mémoire, d'une violence qui est imposée au territoire par la défaite. La deuxième question que l'on peut voir ici, c'est effectivement le choix de mettre en scène un réseau d'évasion. Le principe d'un réseau d'évasion est uniquement sur le principe de la ligne de démarcation, c'est-à-dire ce passage, mais j'y reviendrai, entre la zone occupée et la zone non occupée. Concrètement, un réseau d'évasion, il est piloté par un service secret britannique. Il y en a 2, le MI9 et la section évasion des services secrets de la France libre qui s'appelle le BCRA. Normalement, un réseau d'évasion, ce n'est pas que la ligne de démarcation, ni que le passage d'une frontière. C'est vraiment à l'échelle nationale, voire transnationale. Les réseaux d'évasion couvrent en gros des Pays-Bas jusqu'à l'Espagne, pour vous donner une idée. Mais le choix, là aussi, de se focaliser sur la ligne de démarcation, elle est en soi très intéressante. On est dans la temporalité avant l'invasion de la zone non occupée de novembre 1942, et on est sur, évidemment, la problématique majeure de comment on fait passer un navigateur d'un point A à un point B. Alors, je reviendrai après sur un petit détail à la fin. Ce qui est très intéressant, en deuxième point, c'est la mise en scène d'une femme. Après la guerre, la mémoire de la résistance, elle est essentiellement masculinisée. C'est l'image du maquisard barbu viril, surarmé, qui attaque la commandantour de mitraillettes à la main après avoir fait exploser 5 voies de chemin de fer. Disons-le tout de suite, ça n'est pas arrivé à cette échelle avant fin 1944, avant l'été 1944, mais on a cet imaginaire, une sorte de James Bond surarmé. Et donc là, la question de la représentation de la résistance féminine à travers une personne. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont l'extrait nous montre finalement le renversement des rôles. C'est elle qui est en uniforme, et c'est lui qui est en civil, alors que lui est militaire, et elle est une civile. La deuxième chose, c'est la mise en scène finalement également de la manière dont on perçoit la manière dont les femmes usent de stratégie pour mener. Et là, on est en plein dans les représentations et l'imaginaire de la manière dont on perçoit finalement la résistance féminine par l'utilisation des atouts de leur corps, pour le dire simplement. Alors, il y a dans les réseaux d'évasion une instrumentalisation du genre pour un avantage tactique. On fait des couples, une femme convoyeuse, un homme pour fabriquer des couples parce qu'on pense qu'elles sont moins repérables. Disons-le très clairement, aucun bourreau, aucun Allemand ne s'est jamais préoccupé du sexe de sa victime. Donc l'idée selon laquelle on est une femme, donc moins menacée, est une reconstruction d'après-guerre. Les réseaux d'évasion perdent autant de femmes que d'hommes.
disons-le assez clairement. Donc dans cet extrait, effectivement, la mise en scène du corps de la résistante, la mise en scène du charme, qui obéit finalement à une certaine forme de loi du genre à l'époque, hein, donc les femmes résistent par leurs atouts, parce qu'elles savent séduire, par la séduction, et non pas par l'action armée. Donc on est là dans un point assez majeur de l'imaginaire, renforcé par une scène finale où il vous dit la peine est commuée. Ce qu'on appelle la condamnation à mort commuée, c'est pas que les femmes ne sont pas exécutées, c'est juste qu'on les emmène en Allemagne pour le faire. Donc le taux de létalité pour les femmes dans la répression allemande est effectivement assez intéressant. Un point avant de donner, et parce que sinon je vais être trop bavard, parce que je suis extrêmement bavard sur ce type de sujet, c'est j'attire votre attention sur une manière, un élément de contexte. Tu l'as dit, Marjolaine, c'est le colonel Rémy. Qui est le colonel Rémy dans les années 70 ? Eh bien, le colonel Rémy, c'est l'ancien chef du réseau Confrérie Notre-Dame de la France libre, considéré comme un des immenses premiers majeurs réseaux de résistance de renseignement en France occupée. C'est un boulimique de l'écriture. Il a écrit une centaine de textes. C'était hyper long à tous les lire. Enfin, je vous dis pas. Voilà. Il a écrit. Mais qui est Rémy dans les années 70 ? Eh bien, Rémy, dans les années 70, ça fait 20 ans qu'il est passé à l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain. Et donc, c'est dans cette perspective que je vous invite à voir un petit peu la fin de cet extrait. Alors, il a été désavoué par De Gaulle, il a été désavoué par les caciques de la France libre. Qu'est-ce qui se passe à la fin ? Eh bien, à la fin, ça y est, il est en zone non occupée, donc il n'y a plus de risque, il chante, tout va bien. On chante, on est en sécurité. C'est extrêmement décalé par rapport à l'historiographie de l'époque. L'historiographie de l'époque, on est après le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls. Donc ce moment où on réinterroge de manière extrêmement critique les comportements et les attitudes, on est passé en gros ce qu'Henri Rousseau appelle le mythe résistentialiste à l'idée sur laquelle on aurait eu 40 millions de collabos. Dans les deux cas, c'est un petit peu exagéré. Toutefois, cet extrait, extrêmement intéressant. Pour Rémy, on a passé la ligne de démarcation, on est en zone non occupée, Vichy, on ne risque rien. Vichy, ce sont des services secrets qui traquent les gaullistes, les agents de l'Abwehr, mais qui ferment aussi et qui contrôlent la frontière et les passages. Et en 1942, au moment de la zone libre, c'est les prisonniers qu'ils ont fait, ils les livrent aux Allemands. Donc on est là sur un récit, un discours, quelque peu décalé par rapport à l'évolution de la mémoire, mais qui est extrêmement intéressant et qui est important pour comprendre ce type de série télévisée, puisque en histoire, on s'intéresse beaucoup aux auteurs ou aux autrices, sans savoir qui est Rémy en 70, une partie de cet extrait, on ne le comprend pas. Voilà, j'ai fini. J'en pleure. Ophir, le temps que je reprenne mon souffle, est-ce que tu as une petite analyse sur cet extrait que tu découvres ? Alors oui, je découvre l'extrait, donc tu me prends à brûle-pourpoint, et donc tu me demandes finalement de suppléer à ton absence de parole. Non, moi je suis frappé. Mais bon, on peut tenter de faire le jeu. Finalement, c'est comme à la télévision, il faut meubler. C'est ça. Donc vu que c'est le thème du jour, on va faire comme à la télévision. Non, moi je suis frappé par la mise en scène. Évidemment, il y a eu tous les reproches dont on a parlé tout à l'heure, le fait que finalement les mises en scène télévisuelles seraient de moindre qualité. Ça, c'est aussi quelque chose, j'en profite pour rebondir, qui est très bien mis en lumière dans le livre. C'est que très souvent, les analyses qui sont faites des récits historiques à la télévision le sont depuis, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, depuis, on pourrait dire, le respect ou non des faits, la construction ou non d'une vision qui correspond à l'agenda politique de l'époque dans laquelle ces productions sont réalisées. Et il y a une chose que ton livre apporte, c'est une perspective depuis l'intérieur de la logique télévisuelle elle-même. C'est-à-dire que tu t'intéresses à la question des budgets, à la question des modes de fabrication, à la manière dont ces productions entrent non pas uniquement dans une perspective mémorielle liée à l'événement, mais dans la perspective d'une histoire, des représentations télévisuelles en tant que telles, en tant qu'elles sont télévisuelles. Et ça amène une perspective assez neuve. C'est quelque chose qui est vraiment pas très souvent exploré. Et donc ça m'y fait penser parce qu'on voit, c'est probablement tourné en 16 mm, avec très peu de temps
pour chaque prise. On a une prise, 2 prises par plan. Donc il faut aller vite, c'est ce que d'ailleurs tu le mets très bien en lumière dans le livre. Donc les comédiens doivent être efficaces tout de suite, mais on n'a pas vraiment le temps de travailler, de répéter, d'aller dans la nuance en termes de jeu. Donc on débite parfois du dialogue sans qu'il y ait tout un travail approfondi. Les lumières sont très approximatives, il y a des ombres qui n'auraient pas été présentes à l'image si on avait pris le temps de composer le plan. Donc voilà, évidemment, on n'a pas les mêmes budgets, ça va beaucoup plus vite, les cadres sont très resserrés. En général, c'est des plans serrés sur les visages pour faciliter le travail des ingénieurs du son. Donc c'est quelque chose qui frappe, mais qui n'est pas forcément perçu comme tel à l'époque par les spectateurs, puisque finalement ce qui les saisit, c'est surtout le récit, la qualité on pourrait dire narrative propre à ce type de production. Merci beaucoup. Ça va, tu t'as repris. C'est parfait. Oui, effectivement, sur ces questions de mise en scène, et c'était intéressant de vous le montrer, de vous entendre réagir, parce que d'abord, vous avez ri. Et effectivement, on est dans la comédie. Et c'est vrai que dans la France des années 60 et 70, la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu la grande vadrouille. C'est devenu quelque chose dont on rit. Et c'est devenu des tropes tellement familiers qu'on en oublie complètement les terribles réalités qui sont derrière et que Guillaume a rappelé. Ce qui est intéressant aussi dans cet extrait en termes de mise en scène, c'est que d'abord il y a une voix off, il y a même 2 voix off, puisque dans l'épisode lui-même, on entend Marie Lindell qui nous explique ce qui se passe et pourquoi il se passe, etc., qui donne un peu plus de sens à la scène. Et il y a aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait et cet épisode, il y a aussi l'insertion d'images d'archives au sein de la fiction. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement en tant qu'historienne. C'est la façon dont les images d'archives sont évidemment sorties de leur contexte, ne sont pas expliquées et sont utilisées à des fins. Là, on n'est même pas à des fins d'illustration. Enfin, on est dans un truc d'intériorité. Ces images d'archives servent à nous faire entrer dans l'intériorité de ce pilote britannique qui est littéralement en train de photographier. Voilà. Donc, c'est assez intéressant dans la façon dont ces images sont sorties de leur contexte, de leur sens, et deviennent des figures, des symboles de ce qu'a été la guerre. Voilà, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où est-ce que c'est pris. Et évidemment, dans Holocauste, on y reviendra, il y a aussi l'utilisation d'archives assez absurde et anachronique, enfin en tout cas anachronique, pas tout à fait absurde, mais anachronique dans le sein de la série. Donc voilà, c'est aussi ça que font les fictions télévisées en particulier, de remâcher tout un ensemble de signes pour en faire un discours mémoriel qui est de plus en plus éloigné de la réalité historique, mais effectivement, comme Guillaume l'a rappelé, qui a un sens, et ici un sens politique, qui est de faire oublier Pétain, les années noires, le rôle de la police, de la gendarmerie, de l'État français, etc., et de représenter aussi des Allemands, et ça va faire la transition avec notre deuxième extrait, tout à fait charmant, tout à fait bien élevé, qui ouvre la porte à la dame, etc., etc. Voilà, et qui ne sont pas du tout menaçants. Là encore, dans cet univers comique, et le principe de l'univers comique, pour que ça fasse rire, pour qu'une image fasse rire, il faut qu'on se sente en sécurité face à ces images. Et donc, qu'il n'y ait absolument pas de menace dans cette histoire, et que ça ne correspond pas à une réalité. C'est pour ça que Papy fait la résistance ne fera jamais rire Guillaume Pollack. Je l'ai accepté. Mais voilà. Il est absolument nécessaire pour provoquer le rire qu'on fonctionne sur des bases communes.
et sur une idée de ce qu'est la normalité et de ce qu'est la surprise, l'incongruité. Voilà. Donc ceci étant dit, passons à un deuxième extrait, toujours d'une série française. Alors, là, on est un an plus tôt, en 1972. Il s'agit d'un feuilleton de beaucoup plus grande audience, puisque ce sont ces fameux feuilletons à épisodes de 13 minutes qui sont diffusés après le journal télévisé du soir, donc vraiment une heure de très grande écoute, et qui permettent aux techniciens de Cognac G de changer les décors du studio, parce qu'il y a un seul studio, entre le journal télévisé et les émissions du soir. Et c'est pour ça qu'ils font 13 minutes, et c'est pour ça qu'on commande de la fiction et qu'on le diffuse à grande écoute. Un de ces feuilletons très très connus, c'est Yannick Aimé, qui est resté dans les mémoires. Donc le 16 à Kerbriand est diffusé pendant 5 semaines, parce qu'il y a 25 épisodes, dont à raison d'un épisode par soir de la semaine, à partir du 21 février 1972. Alors, en février 1972, on est 15 jours après le célèbre interview de Klaus Barbie par Ladislas de Hoyos sur TF1. Donc autant vous dire que là, le sujet est chaud. En décembre 1971, c'est le moment où Maurice Clavel s'est exclamé aussi à la télévision « Messieurs les censeurs, bonsoir » par rapport à une phrase malheureuse qu'avait eue le président Pompidou vis-à-vis de la résistance. Voilà, donc on est vraiment dans un moment où la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est en travail dans la société française. Le chagrin et la pitié, c'était 1971, donc c'est encore vraiment très, très frais dans les esprits. Donc ici, comme c'est sur la deuxième chaîne de l'ORTF, c'est en noir et blanc, parce que là encore, la plupart des postes en France sont en noir et blanc. Et donc, cette histoire du 16 à Kerbriand. Le 16 à Kerbriand, c'est un numéro de téléphone. C'est le numéro de téléphone d'une ferme en Bretagne qui a la particularité de sonner à chaque fois que la commandanture, parce qu'évidemment on est au fin fond de la Bretagne, il y a une commandanture. Très bien. Ok. Et donc il y a la particularité de sonner à chaque fois que la commandanture reçoit un coup de téléphone. Et il se trouve que cette famille, donc la Cassagne, qui est réfugiée en Bretagne, qui a quitté Paris, évidemment connaît le prof d'allemand du coin, qui fait partie de la résistance, bien évidemment, et qui vient écouter donc les conversations de la commandanture. Toujours ce prof d'allemand et ses amis décident, donc on est, je pense, en 1944, donc on est vraiment à la toute fin de la guerre, donc ce prof d'allemand résistant décide d'aller saboter la ligne de chemin de fer du coin, parce qu'évidemment, au fin fond de la Bretagne, on est aussi dans un endroit stratégique, enfin, on est proche du littoral, donc voilà. Et donc, pendant qu'il sabote la ligne de train, il demande à cette jeune femme que vous voyez ici, qui est donc mariée à un prisonnier de guerre qui a disparu, dont elle ne sait pas ce qu'il est devenu, mais évidemment, on va apprendre qu'il est mort, parce qu'elle est en train de tomber amoureuse du résistant. Et donc, elle va dîner chez le chef de la commandanture, le capitaine Madelin, accompagnée par sa belle-mère, parce que quand même c'est une femme respectable. Sa belle-mère qui est jouée par Scylla Chilton, formidable, extraordinaire. Voilà. Et donc elles ont accepté l'invitation à dîner de ce capitaine, le but étant de le distraire pendant le sabotage. Et donc je vais vous laisser entendre la conversation de ce dîner, parce que évidemment le capitaine Madelin parle un français parfait. Je croyais que vous mouriez de faim. Nous ne sommes pas encore habitués à l'abondance, capitaine.
Et je crains les changements de régime un peu brusques. Ça, c'est une crainte que votre belle-mère n'a pas. Moi, je ne crains rien, ni personne. En 1917, dans mon ambulance sur le front, eh bien, je me trouvais seule au milieu de 200 bons hommes. Hein. Vous me croirez si vous voulez. Jamais, jamais, un geste ni un mot plus haut que l'autre. Mais, dès le premier jour, j'avais fait un exemple, hein. Pan. Vous avez tiré? Non. Oh. Franchement, capitaine, votre front de l'Est me fait sourire. J'en suis heureux pour vous, madame. Oui, parce que, d'après mes renseignements à moi, vous êtes au bas mot 200 km à droite de la réalité. Ceci, madame, est le front officiel, c'est le seul que je suis tenu de connaître. Eh bien, dans ce cas, les Russes seront à Berlin, que vous les croirez encore à Nijni-Novgorod. Justement, ce soir, j'ai reçu des nouvelles de Berlin. Le quartier où j'habitais avant la guerre était entièrement détruit par les bombardiers américains. Si la paix revient, si un jour je retourne là-bas, il ne restera plus rien de mon passé. C'est étrange, n'est-ce pas? Je serai alors un homme absolument neuf. Absolument libre. Capitaine, pour ma belle-fille et pour moi, ce sera tout le contraire. Une fois la paix revenue, notre vie reprendra exactement comme par le passé. Et la guerre n'aura été qu'un entracte de quelques années. Oh non, dis, qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Ce n'est rien, excusez-moi. Mais tout cela est tellement absurde. Nous sommes là à parler de la guerre comme si elle n'avait jamais eu lieu. Comme si elle était déjà terminée. Vous savez bien que c'est impossible. Plus rien ne sera jamais comme avant. J'en suis sûre. Alors, il faudra oublier ce qui était avant. Et voilà la surprise. Oh! Bombardement? Non, on n'attend pas les avions. Sabotage. Mon capitaine, ce sont les terroristes. Toutes les voies de chemin de fer sautent partout. Nous allons partir. Non, Otto va vous raccompagner. Non, c'est inutile, vous avez d'autres soucis. Non, vraiment, je ne peux pas vous laisser partir comme ça, dans la nuit, toute seule. Je vous assure qu'il n'y a aucun danger. Nous n'allons pas dans la direction du chemin de fer, voyons. Et puis je suis terriblement inquiète pour ma fille, capitaine. Oui, je comprends. Je souhaite simplement pouvoir vous revoir dans des circonstances plus agréables. Et nous aussi, capitaine. Bonne nuit. Oh, merci, madame. Otto, mon uniforme! Hier, Hauptmann, Martin. Voilà. Là encore, ce qui est extrêmement intéressant, c'est à quel point les dialogues sont des dialogues de 1970 et pas du tout, évidemment, de 1944, avec ces mémoires tout à fait symptomatiques de la guerre froide, ce mythe de la table rase en RFA. Voilà, il va devenir un homme neuf et libre, puisque l'Allemagne nazie aura été totalement détruite. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, il revient dans une
coccinelle, anachronique, bref, en tant que journaliste et dont le but est de vendre la France comme une destination touristique aux Allemands. Voilà. Et à l'inverse, les Françaises disent non, mais la guerre n'aura été qu'un entracte et tout va reprendre comme avant. Et là encore, on est vraiment dans le mythe gaullien de la continuité républicaine. Voilà, donc c'est ce qui me paraît très intéressant dans cet extrait. Et puis bien sûr, il y a la figure donc du capitaine Madelin qui correspond parfaitement à toutes ces figures d'officiers de la Wehrmacht, polis, bien élevés, respectueux, amoureux de la liberté. Et qui attendent finalement, tout autant que les Français, d'être libérés de l'emprise du nazisme. Et ce qui est intéressant en termes de réception aussi de cette série, c'est que à la fin de la série, puisque donc la jeune femme dont j'ai oublié le nom épouse le résistant barbu et ténébreux que vous avez vu brièvement dans des scènes très très sombres. Et la chaîne a reçu de nombreuses, alors je ne sais pas combien, puisque ces archives n'ont évidemment pas été conservées, malheureusement, mais a reçu de nombreuses lettres de protestation parce que les téléspectateurs, et notamment les téléspectatrices, voulaient la voir finir avec l'Allemand, avec ce charmant capitaine. Et là, ça annonce déjà aussi les personnages de Papy fait de la résistance. Belle transition, Marjolaine. Alors, c'était extrêmement intéressant de vous écouter, de vous écouter rire, en fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Marjolaine, alors, il faut se sentir en sécurité face à quelque chose parce que cela nous fait rire. Et ce qui fait rire aussi, ici, la figure de l'Allemand, qui est très intéressante, dans le fait que toute violence est éliminée de l'allemand. Absolument, toute violence. Qui est cet officier allemand ? C'est un officier de la commandantur, autrement dit probablement un SS, un membre de la ZIBO-SD, rompu aux techniques d'interrogatoire, rompu à la manière de pouvoir faire parler les personnes par la contrainte. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cet extrait, c'est la manière dont ce personnage est enlevé de toute idéologie. Ce n'est même pas un nazi, alors que c'en est un. Il est enlevé de toute mission. Il est finalement un peu bête, un peu béné, il est bien habillé. C'est le mythe de l'allemand correct. Le mythe de l'allemand correct était un grand enjeu pour la propagande allemande, d'ailleurs, de 1940. Population abandonnée, faites confiance aux soldats allemands. Tout le monde envisage cette magnifique affiche. Effectivement, dans le temps de la guerre froide, où la RFA est devenue un allié du camp occidental contre l'Union soviétique, il est utile de montrer un Allemand correct, poli, un allié finalement résistant. On est aussi dans cette image d'une Allemagne pliée sous le poids d'une Gestapo façon Big Brother qui contrôle toute votre intimité. Ce n'est pas ça l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie, ce n'est pas une Gestapo qui est en sous-effectif constant. Il y a des travaux qui nous montrent l'adhésion des populations et le soutien dont le régime. Et la meilleure preuve, c'est que jusqu'en 8 mai 1945, les structures du nazisme tiennent. Jusqu'à la fin. Donc, on est sur cette déréalisation de la violence à des fins, donc dans un contexte, effectivement, de la guerre froide. Et finalement, un homme, on pourrait presque croire que c'est un fonctionnaire, finalement, quelque peu résistant et pas tout à fait nazi. Voilà. Mais il fait effectivement partie de ce discours de guerre froide où il est devenu utile de rendre l'Allemand sympathique. C'est normal, la RFA, c'est notre allié. Merci beaucoup, Guillaume. Comme le temps file, on va passer au deuxième gros sujet de cet ouvrage et de la question de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est évidemment la mémoire de la Shoah. Et pour ça, je passe la parole à Ophir pour nous rappeler quel est le statut de cette mémoire, notamment dans les représentations télévisuelles
jusqu'aux années 70, jusqu'à Holocauste. Alors peut-être commencer par un petit rappel sur ce qu'est le rapport du cinéma au meurtre de masse et en particulier au génocide. On a un lieu commun en tête qui consisterait à penser qu'il faut des années, parfois des décennies, pour que les films puissent oser s'attaquer aux représentations de quelque chose d'aussi terrible qu'un génocide. Ça n'est pas vrai, et ça ne l'a jamais été, et ça n'est jamais vrai. Les génocides ont toujours été immédiatement représentés au cinéma, et là je parle ici du cinéma de fiction, c'est-à-dire que le cinéma de fiction s'est toujours tout de suite emparé de ces questions. Je vais vous donner 2 exemples très concrets. Le premier, il concerne le génocide des Arméniens, donc 1915-1916. Le premier film de fiction sur le génocide des Arméniens est tourné à Hollywood en 1918 et il sort en 1919. Il s'intitule Ravished Armenia et c'est inspiré du récit d'une survivante de ce génocide qui s'appelait Aurora Mardigagnan, qui avait à peine 18 ans, qui réussit à fuir l'Empire ottoman avant la fin de la guerre et à rejoindre les États-Unis et qui va raconter à des journalistes son récit, qui va être mis en scène l'année d'après par Oscar Apfel, qui était un cinéaste qui travaillait avec Cécile B2000, et le film sort en 1919. Donc tout de suite, vous avez une représentation de fiction à Hollywood du génocide des Arméniens. Quant au génocide des Juifs, la première scène montrant des Juifs conduits sur une place d'appel, en tout cas au niveau de wagons destinés à les déporter, et qui, parce qu'ils se révoltent, sont tous fusillés, cette scène est tournée entre le mois d'août et le mois d'octobre 1943 par André de Toth dans un film qui s'intitule Non-Shall Escape et qui sort en janvier 1944. C'est-à-dire quand la scène est tournée en 1943, non seulement le génocide est en train d'avoir lieu, le camp d'Auschwitz est en train de fonctionner, et il n'est même pas encore arrivé à son plein régime de fonctionnement, qui est le printemps 1944, avec l'arrivée de 437 000 juifs hongrois, qui vont être massacrés en à peine 6 semaines. Et un film est déjà en train d'évoquer cette question. Et après-guerre, vous avez plusieurs films, notamment tournés à l'est de l'Europe, qui vont évoquer ces questions. Un qui va faire écho à ce qu'on va voir tout à l'heure, qui s'intitule Les Insoumis, un film de Mark Donskoy, qui est un cinéaste ukrainien soviétique, et qui, à l'intérieur du film, met en scène le massacre des Juifs de Babi Yar, donc de Kiev, dans le ravin de Babi Yar, à la fin du mois de septembre 1941. Scène dont on reparlera tout à l'heure. Le premier film tourné dans le complexe de Auschwitz-Birkenau est tourné en 1947 par une ancienne déportée, résistante, qui s'appelait Wanda Jakubowska, une polonaise. Et le film sort en 1948, il s'intitule La dernière étape. Et je vous passe d'autres films comme La vérité n'a pas de frontières sur le ghetto de Varsovie, Ghetto Thérésine sur Theresienstadt, qui sont tournés en 1948-1949. Donc tout de suite, on met en scène le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il va y avoir toute une production cinématographique, avec un moment, on pourrait dire, de relative éclipse de ces représentations, qui sont très présentes dans l'immédiat après-guerre, un moment peut-être de recul dans les années, au début des années 50, et à la fin des années 50, on voit ressurgir petit à petit cette mémoire, une mémoire qui au départ était plutôt orientée vers le pôle concentrationnaire, donc l'image qu'on avait de la déportation, c'était celle des camps de concentration, des pyjamas rayés, des crânes rasés, du travail forcé, des miradors, des barbelés, donc vraiment l'univers concentrationnaire. À partir du tournant des années 60, et avec comme point de départ, on pourrait dire le détonateur, le procès Eichmann, à partir d'avril 61, petit à petit cette mémoire se renverse, les pôles s'inversent, et la dimension génocidaire prend petit à petit le dessus sur la dimension concentrationnaire. Et ce qui est mis en scène, c'est plus l'aspect d'assassinat systématique des Juifs, avec toutes les confusions auxquelles on a droit, puisque dans l'esprit, on pourrait dire, du grand public, mais encore aujourd'hui, c'est encore largement le cas, on pourrait évoquer les camps. C'est-à-dire les gens, et quand je dis camps, je mets des guillemets, c'est-à-dire le grand public se représente les camps comme une espèce de lieu mixte dans lequel on peut être déporté, on peut travailler, on est tatoué, on a le crâne rasé, on a un pyjama rayé, puis on travaille des mois, et puis quand on est épuisé, on est envoyé à la chambre à gaz, comme si c'était partout pareil. Une espèce d'enfer de nuit, de brouillard, de neige et de chiens qui aboient.
En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il y a un univers concentrationnaire qui n'est pas du tout destiné aux Juifs. 90% des Juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale l'ont été en dehors du système concentrationnaire. 1 500 000 à peu près ont été fusillés à proximité de chez eux par les Einsatzgruppen. 3 millions ont été assassinés dans des chambres à gaz, dans les centres de mise à mort de l'action Reinhardt notamment, Treblinka, Belzec, Sobibor et à Birkenau. Et à peu près 1 500 000 sont morts de faim, de typhus, de froid, dans des ghettos, donc d'épidémies diverses. Et pourtant, l'image qu'on se fait, c'est l'image concentrationnaire. Des gens qui arrivent, qui sortent de wagons et qui vont travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc là, il y a une vraie confusion, et qui est une confusion qui a été notamment introduite par le cinéma, puisque les seules images dont on dispose après-guerre sont les images des camps de concentration, essentiellement celles tournées par les armées alliées, à Buchenwald, à Dachau, à Auschwitz, à Majdanek, et pas du tout les images des centres de mise à mort. Ces images, on ne les a pas. Est-ce qu'elles ont pu être tournées? Je parle d'images en mouvement. On ne le sait pas. Peut-être, mais on ne les a jamais retrouvées. Donc à ce jour, elles sont toujours manquantes, si toutefois elles ont existé. Et les centres de mise à mort n'ont pas été filmés par les armées alliées, puisque quand les soviétiques arrivent à proximité de Treblinka, de Sobibor ou de Belzec, les nazis ont depuis bien longtemps tout démantelé. Il ne reste plus rien des centres de mise à mort, au point que quand Lanzmann tourne Shoah à la fin des années 70, il va filmer des lieux où on ne voit plus rien, on ne voit que des clairières et des arbres, et il en fait le cœur de son esthétique. Et c'est là qu'on voit que l'esthétique et l'éthique sont absolument indissociables. Il n'y a pas d'un côté un discours et de l'autre côté une esthétique, comme si c'était deux choses différentes, le fond et la forme. C'est absurde. L'esthétique et l'éthique sont absolument indissociables. Lanzmann va filmer des lieux dans lesquels on ne voit plus rien, et il fait de ce plus rien-là le sujet même de son film. C'est-à-dire un génocide comme celui des nazis atteint, on pourrait dire, sa pleine signification et s'accomplit totalement dans sa propre disparition. C'est-à-dire au moment où il ne reste plus rien de lui et où il n'y a donc plus d'image possible. Et lorsque le visible ne donne plus rien à voir, ce que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire des arbres, la forêt, ce que l'on voit ne montre plus mais dissimule. Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait voir, c'est ce qu'il y a derrière. Et c'est ce qui précisément a été dérobé au regard par les nazis. Donc c'est vertigineux du point de vue de la pensée du cinéma, quand le visible se renverse contre lui-même. Et donc, le problème, c'est que après-guerre, comment on fait pour raconter cette histoire-là? Les images qu'on a, c'est des images concentrationnaires, et donc c'est là que la fiction entre en jeu. Parce que la fiction va pouvoir reconstituer, et avec tous les problèmes, toutes les discussions, toutes les polémiques qu'on imagine, la fiction va tendre à reconstituer ce qui précisément n'est pas trouvable dans les archives filmées. Et c'est précisément c'est pourquoi j'ai choisi d'intituler mon livre « Faire écran », parce que ces images de fiction remplissent les vides des images des archives et remplissent également les imaginaires d'une vision partielle, voire fausse de la réalité historique. Alors, le temps file. Je n'ai pas le temps de vous résumer les 200 pages que je consacre à Holocauste dans le livre, mais une des grandes interrogations de mon travail sur les séries télévisées en général et dans ce livre en particulier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi certaines œuvres fonctionnent et d'autres pas. Et là, on va vous montrer 2 extraits donc, de reconstitution fictionnelle du massacre de Babi Yar. D'abord dans Holocauste, donc série américaine de 1978, puis dans War and Remembrance, série toujours également américaine, 10 ans plus tard, 1988. La première a fonctionné, 500 millions de téléspectateurs, succès mondial, buzz bon et mauvais, débat à n'en plus finir dans les pays européens et aux États-Unis notamment, et puis un petit peu en Israël aussi. Et puis, donc 10 ans plus tard, War and Remembrance, qui est quand même la fiction la plus longue de l'histoire consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Il y a 2 mini-séries, on est à plus de 40 heures. Rien que sur Auschwitz, on est à plus de 2 heures.
et c'est la seule fiction, mais ça on vous le montrera pas, qui emmène jusqu'à l'intérieur de la chambre à gaz avec une scène d'exécution qui dure 45 minutes. Voilà. Ouais, c'est sympa de travailler sur ces sujets comme ça. 2h12 également à Theresienstadt. Enfin voilà, il y a vraiment. On est aussi avec les commandos qui vont brûler justement les victimes de la Shoah par balle. Enfin, et ça a été tourné à Auschwitz même en 1986, juste après Tchernobyl. Voilà, donc c'est une reconstitution incroyable. Ça a coûté, la deuxième partie, ça a coûté 110 millions de dollars. C'est un truc, c'est la fiction la plus chère de l'histoire, la plus longue sur la Seconde Guerre mondiale. Et personne n'en a entendu parler. Voilà. Parce que ça a été diffusé en 1988 et que c'était trop tard. Le sujet n'était plus celui-là, les préoccupations n'étaient plus les bonnes. Pourtant, on était aux 45 ans du débarquement. Voilà. Mais le public américain et en particulier aussi le public européen avait digéré en quelque sorte cette mémoire avant que la liste de Schindler fasse de nouveaux scandales. Je précise aussi que l'assistant réalisateur pour tout l'univers concentrationnaire est le même pour War and Remembrance que pour la liste de Schindler. C'est Branko Lustić, qui est un survivant croate d'Auschwitz. Voilà, et qui a aidé donc à la représentation sur les deux séries. Donc on va se concentrer sur vraiment une scène parce que War and Remembrance, vraiment le propos de Dan Curtis, son réalisateur qui s'est vraiment impliqué dans le projet, est de corriger les représentations de l'Holocauste. Et notamment, Ophir a parlé de Shoah. Holocauste dit énormément de choses dans son titre aussi. Et c'est ensuite ce titre-là qui est entré dans le langage courant en anglais et en allemand notamment pour désigner le génocide des Juifs d'Europe, avec cette notion sacrificielle et cette notion vraiment très présente dans Holocauste, que si tant de Juifs sont morts, c'est finalement pour que les meilleurs d'entre eux puissent survivre et en particulier migrer vers la Palestine. C'est vraiment le propos du film. Et il y a une représentation qui, pour moi, c'est la plus problématique, des victimes juives comme passives. Et donc vous allez le voir dans cette scène-là qui est donc et on va commenter aussi les partis pris de mise en scène parce que là encore où est-ce qu'on place sa caméra, comment, parce qu'évidemment la question de si on doit représenter la Shoah, voilà, c'est une très grande question, et puis il y a la question de comment aussi on se la représente et où est-ce qu'on place le téléspectateur et où est-ce qu'on place les émotions du téléspectateur par rapport à ce qu'on lui présente. Будем работать в рабочем лагере. Очень плохо не будет. Это есть Бабий Яр. Спасибо. He says we are going for work. Donc, ce qui frappe ici, c'est évidemment le silence de la foule, l'absence de tout soldat allemand. Hein, il marche tranquillement d'un point à un autre. Dans le calme le plus total, et on peut laisser parce que on peut laisser éteindre parce que je vais voilà.
on découvre ici donc nos deux personnages principaux que l'on connaît bien, que les téléspectateurs connaissent bien. Donc à droite de l'image, c'est Rudi Weiss. C'est le héros de l'Holocauste. C'est donc le fils cadet de la famille Weiss qui va donc subir chaque membre les uns après les autres les différentes étapes du génocide. Et Rudi, donc c'est le fils cadet, c'est le sportif, c'est celui qui voulait devenir footballeur et qui dès la nuit de cristal, donc dès 1938, choisit de quitter Berlin et de prendre les armes pour rejoindre la résistance tchèque. Et au cours donc de son errance autour du front de l'Est, il rencontre la jeune femme que vous voyez à gauche, qui est Elena, donc qui est elle aussi une juive tchèque dans la résistance. Et là, ils se retrouvent par la force des circonstances jusqu'en Ukraine. Ils ont eu le temps de se marier entre-temps, avec un rite, une robe blanche, un voile, tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc, ils se retrouvent raflés parmi les Juifs de Kiev. Donc il est très facile de s'évader d'un cortège, personne ne fait attention à eux, et ils sont les seuls à avoir l'idée. Voilà. Ils sont les seuls à avoir les peurs des Allemands, quoi. Là, je vais passer un peu vite parce que c'est pas sous-titré et le son est assez mauvais. Mais donc là, on retrouve notre méchant de la série qui est Eric Dorf, qui est absolument partout, à toutes les étapes du génocide, pour murmurer à l'oreille de Eichmann, Himmler, etc. Le seul qu'on ne croise jamais dans cette fiction, c'est Hitler, évidemment. On voit pas Göring non plus. What do they call this place? Abbey Yard. What does it mean? Grandma's Ravine. Voilà, donc là, c'est très intéressant, c'est la façon dont la caméra est positionnée par rapport aux victimes qui s'approchent du fossé. Well, Ukrainians. what's that over there? Jewish cemetery of Kiev. Appropriate, isn't it? Of course, this remains a resettlement operation. Precisely what they were told and precisely what they believe. It's astonishing how they cooperate. Which proves they don't deserve to live. Donc là, le Dorf vient de s'étonner à quel point les Juifs sont coopératifs. Et là encore, le silence est assourdissant. We expected about 6,000 to turn up. The men tell me more than 30,000 Jews are down there. Donc là, les dialogues nous rappellent le nombre de Juifs, etc. Ils vont de nouveau s'étonner. Je passe un peu vite. Et voilà, ce qui est intéressant aussi en termes de mise en scène, c'est que les seuls personnages filmés en gros plan sont les personnages principaux. Les victimes, elles sont filmées de très très loin, elles n'ont plus de visage, elles n'ont pas d'individualité. Voilà. Elles sont tout à fait passives, dociles. Et par contre, ce qu'on nous montre, c'est l'émotion des personnages que l'on connaît.
et qui vont dire dans les dialogues « on ne nous croira jamais » de ce qui vient de se passer. Et la scène continue, mais je vous l'épargne. Tu veux qu'on montre directement la suite ou qu'on montre ça? Ouais. Oui, on va montrer comme ça. Oui. Et je vais vous montrer comment c'est représenté dans War and Remembrance. Et comme ça, vous verrez qu'on peut filmer les choses différemment. Et là, il y a des sous-titres. We collected the Jews in batches. They came like cattle. Pardon. Là, on est pour des raisons chronologiques. C'est un récit. C'est un récit par Yankel, je crois, qui était un des responsables de ce massacre. Comme ça a eu lieu en septembre 1941 et que la série War and Remembrance, elle commence après Pearl Harbor, donc à partir de début 1942, mais que quand même Dan Curtis voulait revenir sur cet épisode de Babillard, il en fait un récit. Et donc, voilà, c'est aussi le récit de Yankel, et donc on entend sa voix sur les images. I told them they were being resettled in Palestine. It took days. There were more than 30,000 of them. Biggest job anybody ever tried? All up to me. Got it done. But what a botch. Not only didn't the army keep the civilian sightseers away, half the rubberneckers were German soldiers. Disgusting. Je vais m'arrêter là. Désolée. Donc là, vous voyez bien les différences de mise en scène sur un même événement. Les différences de positionnement de la caméra et de quelle émotion on produit chez le téléspectateur et qu'est-ce qu'on dit là encore de l'attitude des victimes et des bourreaux. Voilà, donc je vais laisser Ophir commenter, mais je trouve ces deux extraits extrêmement parlants. Il y a plein d'autres moments. Ce qui est terrible quand on voit ces deux extraits, c'est qu'avec deux visions radicalement différentes, on obtient quand même deux choses très pénibles à regarder. Dans les deux cas, dans le premier cas, on est plus proche finalement de ce que je décrivais tout à l'heure en parlant du film Les Insoumis de Donskoy. Alors la différence, c'est que le film Les Insoumis de Donskoy, il est tourné en 1945 à Babillard, c'est-à-dire sur le ravin de Babillard, puisqu'il existe encore à ce moment-là, donc ravin creusé, donc vraiment en bordure de Kiev. Et la manière dont il met en scène l'attitude des Juifs dans son film est assez proche de celle qu'on a vue dans l'épisode de l'Holocauste, puisque vous voyez des personnes immobiles, en réalité tournées en studio. Les intérieurs, les gros plans sont tournés en studio et les plans larges en extérieur, vraiment à Babillard. Donc là où 2 ans et demi avant, on avait massacré les 33 700 et quelques Juifs réunis, donc qui devient un lieu de tournage au lieu d'être un lieu de sépulture ou un lieu de recueillement. Et donc les gens tournent là même où les corps avaient été d'abord enterrés, puis ensuite déterrés et brûlés.
Et la manière dont sont filmés dans ce film-là, et on retrouve un peu cette chose ici, ce sont des personnes en plan fixe, avec une attitude un peu marmoréenne, un peu comme des statues, le visage baissé ou les yeux dans le vague pris en Dieu. Et on voit exclusivement dans ces plans des hommes âgés, des femmes âgées, pas forcément, mais des femmes, et des enfants. Et il manque à l'appel des hommes, disons, en âge de combattre. C'est à la fois, sur le plan historique, pas faux, et sur le plan des représentations, problématique. C'est pas faux parce que les hommes juifs en âge de combattre, ils avaient été enrôlés par l'armée rouge, donc ils sont pas là, en théorie. Donc en effet, ceux qui sont raflés sont essentiellement soit des hommes qui ne sont plus en âge de combattre, soit des femmes, soit des enfants. Ce qui d'ailleurs explique en partie la totale impuissance de ces populations face non seulement aux nazis en armes, mais aux supplétifs ukrainiens qui viennent, qui dénoncent et qui rassemblent les juifs et les massacrent. Donc l'attitude des juifs, de toute manière, il n'y a pas de révolte possible, non seulement parce que de toute manière ils ont en face d'eux des gens armés, militaires, formés, qu'en face ce sont des hommes âgés, des femmes, des enfants qui essayent de veiller sur leurs enfants ou sur leurs vieux parents. Donc ils sont absolument pas dans une optique d'autodéfense. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la panique, une envie, des hurlements, une envie de fuir. Et ça, c'est complètement absent et des Insoumis et du film qu'on a vu là, de Holocauste, où on les voit marcher comme une balade, tranquillement, et qui ne rend pas compte aussi du contexte dans lequel Babi-Yar a lieu, puisque Babi-Yar est le prétexte que se donnent les nazis pour répondre à une massive, on pourrait dire une espèce d'attentat massif organisé par les soviétiques quand ils quittent Kiev, puisqu'ils ont plastiqué, ils ont mis des bombes partout dans les lieux que les nazis allaient investir pour en faire leurs quartiers généraux. Et je crois que c'est le 24 septembre, ils font exploser ces lieux. Et donc il y a des centaines et des centaines de soldats allemands qui sont tués. Et donc en représailles, 5 jours plus tard, les juifs, puisque les juifs de toute manière sont de toute façon derrière tout ça, quoi qu'il arrive, c'est le judéo-bolchevisme, donc sont réunis et massivement assassinés. Donc tout ça, ce contexte de panique n'apparaît pas. Et dans la deuxième version, on est beaucoup plus proche, on pourrait dire, de cette peur. On est beaucoup plus. La caméra est à l'intérieur, est avec les victimes. Dans le cas précédent, et ça, dans Holocauste, on le retrouve à plusieurs reprises, parce que dans la séquence, je ne sais pas si on aura le temps de la voir, mais si on n'a pas le temps de la voir, je la décris très rapidement. Il y a une séquence où on assiste au processus de gazage des Juifs. On ne rentre pas, on ne voit pas le gazage à l'intérieur en train d'avoir lieu, mais juste avant, juste après, la caméra entre dans la chambre à gaz, mais on ne voit pas la mort. Et c'est exactement la même mise en scène que dans ce qu'on a vu dans Babi-Yar, c'est-à-dire qu'on est du point de vue des nazis. Ce sont les nazis qui ont les gros plans. Les Juifs sont filmés toujours en groupe, c'est-à-dire presque à dessein, et j'utilise l'expression à dessein comme un troupeau. J'utilise à dessein parce qu'évidemment, c'est une expression tout à fait détestable qui a été utilisée après la guerre, y compris par d'anciens déportés, pour décrire l'attitude des Juifs auxquels on prêtait une passivité ou une sorte de résignation face à leur sort. Et ce qui est terrible, c'est que dans Holocauste, Marvin Chomsky, le réalisateur, met en scène les Juifs quasiment tels que les nazis les voyaient. On entend à un moment donné, ah bah oui, ils viennent comme du bétail, on les a emmenés ici comme du bétail, ils sont parfaitement disciplinés. Dans la séquence de la chambre à gaz, on entend un nazi qui regarde ça pour la première fois et qui dit they are wonderfully quiet, ils sont incroyablement calmes, silencieux. Donc on s'émerveille de ces gens qui vont à la mort sans la moindre réaction. Et là, dans War in Remembrance, on nous montre au contraire la panique, puisque la caméra n'est plus du point de vue des nazis. D'ailleurs, point de vue dont vous avez pu voir que, y compris par rapport à l'axe, on est avec les nazis légèrement en hauteur. Et donc on regarde, avec une espèce de regard surplombant de celui qui a le pouvoir, cette foule assassinée. Pareil, dans War in Remembrance, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la caméra est portée à l'épaule, elle est parmi les victimes. D'ailleurs, Spielberg reprendra le procédé aussi, puisque dans la liste de Schindler, quand on nous fait croire qu'on entre dans une chambre à gaz, la caméra est portée à l'épaule et on est parmi les victimes qui paniquent. Donc on modifie le point de vue. Spielberg a été très très inspiré par ce film. Il dit que c'est la meilleure représentation de la Shoah, même meilleure que ses films. Et vous voyez le plan, je ne sais pas si il s'affiche encore, ce côté touristique du massacre, puisqu'on a à la fois
un SS qui prend des photos et une femme qui mange une glace comme si elle était au spectacle, et qui renvoie en effet à tout un corpus de photographies qui ont été retrouvées, à la fois des photos prises par les nazis eux-mêmes, qui normalement avaient l'interdiction formelle, c'était même puni de mort en théorie, hein, de prendre des photographies, mais pourtant on en a retrouvé énormément. Christian Ingrao dit souvent, quand on retrouvait les portefeuilles de soldats morts, de soldats nazis morts, il y avait 3 types de photos. 1, les photos de famille. 2, des photos porno. 3, des photos de massacre. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de carte postalisation de leur propre pratique meurtrière. Et donc, on voit ici qu'il y a une sorte de rapport aux images, et je pense que la série arrive à peu près au moment où il y a cette grande exposition sur les crimes de la Wehrmacht, qui a été d'ailleurs essentielle dans la mémoire en Allemagne, puisque tout d'un coup, la Wehrmacht, qui jusqu'à présent, dans une espèce de récit, était un peu préservée, une espèce d'honneur militaire qui avait été préservé, là où en effet les SS, la Gestapo, enfin là où on avait les vrais criminels idéologiques. En réalité, tout ceci ne tient pas. Et c'était passé notamment par la mise au jour d'un certain nombre de photographies. Donc le geste photographique est ici présent dans l'image. Voilà, on va s'arrêter là et vous laisser peut-être poser des questions, qu'on espère nombreuses. Il y a des micros qui vont se déplacer. S'il vous plaît, parlez dans le micro pour que vos questions puissent être enregistrées. Il y en a là, ouais. Merci. Est-ce que l'on a des témoignages, ou est-ce qu'il y a eu des interviews des acteurs qui ont joué dans ces séries pour savoir quelles étaient leurs réactions? Oui, absolument. Alors, pour Holocaust, le Michael Moriarty, qui est un acteur canadien, a dit qu'il avait été hanté par son personnage, que ça avait été extrêmement difficile. Notamment, il y a une scène de Noël en famille où il sait que son personnage revient d'Auschwitz, où il y a eu les premiers essais de chambre à gaz, et voilà, il raconte à quel point ça a été difficile. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que dans les personnages qui jouent les Weiss dans Holocaust, donc il y a Meryl Streep et James Woods parmi les acteurs les plus connus, mais que aucun, à l'exception de la fille cadette qui est la jeune Anna, mais qui meurt dès le premier épisode, aucun n'est d'origine juive. Voilà, donc les Britanniques, notamment, ont tout à fait critiqué cette vision d'Américains aux dents blanches qui mangent des céréales et qui n'ont pas du tout l'air juifs, ni de juifs, etc. Et là encore, dans War and Remembrance, dans cette optique de correction, en revanche, les acteurs, la plupart, et notamment un des rôles principaux dans War and Remembrance, c'est Jane Seymour. Pour les séries Phil, c'est Dr. Quinn. Et Jane Seymour, de son vrai nom, c'est Joyce Frankenberg. Et elle a retrouvé à cette occasion vraiment sa judéité, et elle en a beaucoup parlé. Elle a attrapé une pneumonie à Auschwitz, parce qu'il y a des scènes très longues où on lui jette des seaux d'eau froide. Donc elle est tombée malade à ce moment-là, comme 13 autres membres de l'équipe. Pour War and Remembrance, ça a été vraiment beaucoup plus fort, comme expérience, parce qu'il y avait des survivants qui étaient présents pour le tournage. Il y avait évidemment Branko Lustig, mais pas seulement. Vous avez vu pour cette scène-là, il y a 900 figurants, rien que pour la scène de Babillard. Donc ça a participé vraiment aussi de parole, j'ai pas envie de dire de libération de la parole, mais d'échanges autour de ces questions. Donc il y a eu vraiment une volonté là-dessus, alors que sur Holocaust, ce sont davantage les conseillers techniques de la série qui se sont exprimés.
qui étaient deux rabbins, mais qui n'avaient pas du tout vécu, enfin qui étaient d'origine, enfin dont les familles avaient émigré aux États-Unis bien avant la Seconde Guerre mondiale, et qui étaient plutôt des spécialistes des relations entre les Juifs et les chrétiens. Et qui est participé de ce mouvement œcuménique dans les années 70. Donc voilà. Dans les colonnes du New York Times, en revanche, la communauté juive américaine s'est abondamment exprimée sur Holocauste, avec des réceptions très diverses. Il y a une survivante qui a dit « Ah, mais c'était exactement comme ça ». Voilà, et d'autres évidemment, dont notamment Elie Wiesel, qui se sont exprimés contre le caractère criminel de ce type de représentation, et notamment de la passivité des Juifs. Il y a une question ici. Pourquoi avoir limité votre travail aux séries télévisées et pas au cinéma? Ou alors peut-être que c'est... 350 heures de film. Voilà. À un moment, faut finir. Le cinéma a très largement été analysé par des gens brillants comme la personne à ma gauche. Donc il y a beaucoup de travaux sur le cinéma et la Shoah qui font partie de ma bibliographie et que j'ai lu. Voilà, voilà, pas 350, 450 heures de film. Voilà, merci de me dire que c'était pas assez. Ok, la prochaine fois, ce sera donc 1000 heures. Je voudrais revenir sur la résistance. Il y a une dimension dont vous n'avez pas parlé, c'est les choses émotionnelles, voire sexuelles, il faut dire les choses. À chaque fois, c'est quand même le résistant qui reconquiert la française, etc. Et il y a le problème de 40 et vous l'avez dit, l'allemand correct, mais aussi séduisant, et le français qui se venge, et il y a les femmes tondues, tout ça, etc. derrière. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots de tout ce qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'il y a aussi le prisonnier qui est mort, et le prisonnier, c'est aussi le français vaincu. Donc on est là jusqu'à ce soir. Merci pour cette question. Non, elle est effectivement essentielle. Effectivement, un des enjeux de l'épuration, et notamment donc de l'épuration, celle qu'on a appelée donc c'est les travaux notamment de Fabrice Virgili, notamment sur les tontes. C'est tout l'enjeu de considérer effectivement la France défaite dans l'imaginaire, considérée comme une absence de virilité, et que l'épuration et les châtiments qui sont portés sur le corps des femmes et sur la chevelure, avec une dimension évidemment sexuée très affirmée, est un moyen pour la mémoire de reprendre le contrôle de manière virile sur le corps des femmes. Mais effectivement, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, il y a le petit geste du résistant qui charge son bâton de dynamique, effectivement une forte connotation sexuelle, n'est-ce pas? Donc effectivement, ça fait partie des travaux qui ont été faits et qui ont, comment dirais-je, orienter la vision que l'on a pu avoir de la collaboration des femmes, c'est-à-dire réduite à sa dimension corporelle, réduite à sa dimension sexuelle, ce qu'on appelait vulgairement la collaboration horizontale, alors que les travaux évidemment que l'on a, c'est que les femmes qui collaborent avec les Allemands vont s'exercer dans tous les sphères de la collaboration, mais par les photographies. On a entendu parler il n'y a pas longtemps de cette affaire de la tondue de Chartres, dans la mise en scène de ces photographies où on voit le corps des femmes reprises en main, finalement encadré virilement par des hommes. Ce sont des photographies qui effectivement nous montrent un instant T de la libération, un instant très précis qui nous fixe dans l'imaginaire et qui effectivement a orienté une lecture pendant très longtemps que la collaboration des femmes, c'était des femmes qui couchent. Alors qu'on est sur des comportements et des attitudes évidemment là aussi beaucoup plus complexes. D'accord. Mais effectivement, c'est une partie des interprétations à avoir. Dans une série britannique, il y a une scène d'interrogatoire que je commente avec des captures d'écran où une jeune résistante présentée comme française est mise à nu, littéralement, devant un officier, un sergent du SD, et qui lui dit
en fixant son sexe, alors nous on voit que ses fesses, et il lui dit en la fixant à cet endroit-là, je pourrais te violer ou je pourrais te faire violer, mais je vais pas le faire. Et l'interrogatoire dure tout l'épisode. Il y a quelques scènes qui permettent de respirer un peu. Mais l'interrogatoire dure tout l'épisode. L'épisode s'appelle With a Sort of Love, donc avec une sorte d'amour. Et c'est vraiment un jeu de chat et de la souris entre la résistante et son interrogateur. Voilà, il y a un jeu psychologique extrêmement pervers qui se met en place entre les deux. Et à la fin de l'épisode, après une ellipse, on les retrouve tous les deux dans le même lit. Donc elle a été libérée, mais elle est devenue sa maîtresse. Et les résistants de son réseau débarquent dans la chambre et elle les attend avec un pistolet qu'elle braque sur les résistants pour protéger son amant. L'épisode se termine là-dessus et l'épisode suivant ne commente pas du tout ce qui s'est passé, pas du tout la relation, etc. Et on reprend la quête, puisque donc ça s'appelle Manhunt, chasse à l'homme, alors que c'est une chasse à la femme, puisque c'est elle qu'on doit faire passer en Angleterre parce qu'elle a des informations. Et c'est une évocation d'une véritable affaire, qui est la véritable affaire de Mathilde Carré, alias la chatte, qui a trahi son réseau et a causé, on va dire, quelques centaines de victimes au passage, en devenant la maîtresse d'un officier de l'Abwehr du nom de Blecher. Merci déjà pour la qualité de vos interventions. Moi, j'avais deux questions. Alors, une à propos du fils de Saul, ce film sur la révolte des Sonderkommando d'un Sonderkommando à Birkenau. Est-ce qu'on peut considérer, je ne sais pas si le réalisateur s'est prononcé là-dessus, que c'est une réponse à Holocauste et une déconstruction de l'Holocauste, et comment ça a été reçu aussi par les historiens, les historiennes, les rescapés. Et puis après, j'avais une autre question sur la série Un village français. Est-ce qu'on peut considérer que cette série est la série finalement qui produit du savoir et qu'elle est dénuée de toute production de confusion, parce que vous avez bien expliqué que le contexte idéologique de l'époque produisait des représentations qui étaient parfois loin de la réalité. Moi, je trouvais que c'était une série particulièrement bien faite. Bon, il y a Azéma, tout ça derrière. Voilà, donc quel est votre avis là-dessus ? Alors, sur Un village français, c'était mon ouvrage précédent, donc il est sorti aux éditions La Martinière en 2017, et effectivement, ce travail-là est nourri lui-même de mon travail sur Un village français, que j'avais présenté à Blois avec Frédéric Rivine et Jean-Pierre Azéma d'ailleurs en 2017. Et donc, oui, bien sûr, voilà, là je vais répondre rapidement. Je vous invite à lire mon ouvrage. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Ce qui moi m'a frappé en travaillant sur ce livre, c'est à quel point une série que les créateurs n'ont jamais vue, qui est une série belgo-britannique, mais comme ça parle anglais, ça n'a jamais été diffusé ni en Belgique francophone ni en France. Ça s'appelle Secret Army, l'armée secrète. C'est une série de 1960, fin des années 70, 76, 79. Il y a 3 saisons. J'ai fait découvrir à Guillaume Pollack ici présent. Et c'est une série sur un réseau d'évasion avec des similitudes dans la narration, la représentation des relations. Notamment, il y a évidemment une scène de femme tondue à la fin dans Bruxelles qui fait beaucoup penser à celle d'un village français. Voilà, donc il y a éminemment, il y a beaucoup de choses à dire sur Un village français, et j'ai beaucoup écrit sur Un village français, et je vais continuer à le faire parce que effectivement c'est ma série préférée de tous les temps. Elle a quelques défauts quand même, mais elle est formidable en termes de représentation et d'interrogation sur la représentation elle-même, notamment dans ces saisons 5, 6 et 7. Voilà, très rapidement.
Alors sur le fils de Saul, je ne sais pas si j'ai le temps, je vais répondre très 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 rapidement. C'est un film. Alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est une réponse à Holocauste, mais c'est un film qui est très informé et c'est même très visible en le regardant de tous les débats qu'il y a eu sur la représentation ou pas, la manière ou pas dont on peut donner à voir la Shoah. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant la réception de ce film, puisque beaucoup de critiques, notamment, du fait aussi que Lanzmann a adoubé le film, parce qu'on pouvait s'attendre à ce que Lanzmann, comme il l'a toujours fait, le condamne, ça a ouvert une espèce de... C'est comme s'il y avait une certification, une autorisation qui permettait aux critiques d'apprécier le film. Et donc, on a beaucoup lu que le film respectait, ou en tout cas ne représentait pas la Shoah, au sens où on ne voyait pas les gazages, etc. Et en même temps, moi, ça me pose toujours un vrai problème. Alors, outre le fait qu'il y a quand même des choses dans l'image, même si le cadre, c'est du 1,37, donc 4 tiers, très carré, il n'y a pas de profondeur de champ, donc c'est flou. Donc, ce qui fait qu'on voit essentiellement Saul lui-même filmé à 70 cm avec un objectif 40 mm, donc ça fait qu'on le voit bien, mais derrière, on voit tout flou. OK ? Mais on entend tout. Et quand on nous dit « Ah, bah, il ne représente pas la Shoah », mais attendez, le son, c'est une représentation. Quand on entend les gens hurler, frapper contre les parois de la chambre à gaz, etc., c'est une représentation. Et moi qui travaille beaucoup sur le son, ça m'intrigue de voir à quel point le son n'est pas considéré comme un mode de représentation, c'est-à-dire il y a une espèce de toute-puissance de l'image qui fait que si on voit, on représente, si on ne voit pas, tout va bien, on ne représente pas, mais le son n'est pas pris en compte. Alors que c'est je conclus, alors que c'est justement un vecteur très puissant d'imaginaire, dans le sens où le son convoque en nous des images que l'on se fabrique nous-mêmes sur la base de nos propres peurs et de nos propres angoisses. Donc des images beaucoup plus angoissantes en vérité que celles qui positivement sont présentes sur l'écran. Donc d'où l'impact qu'a pu avoir ce film.